Et là, c'est un spectacle qui s'appelle Oui. Oui. Ah, tu l'as pas vu encore? Et je l'ai vu, Ah, et c'était génial. ah, Mais vraiment. ah ouais. Et pourtant, c'est pas plein de comédiens, c'est pas plein de décors, c'est pas voilà. Mais on a un type qui. C'est un type tout seul? Je pensais qu'ils étaient au moins deux, mais en fait, il y a des moments de film où il y a une comédienne qui est aussi la metteuse en scène. Et c'est tiré d'un roman, nouvelle, récit de Thomas Bernhard. Ah, mais j'en ai entendu parler. Et Au donc, Masque et la Plume. on est sortis de là hyper contents, tous les deux. Et puis... J'ai lu Le Naufragé de lui, j'adore. Comment? J'ai lu Le Naufragé de lui. C'est bien j'adore. Thomas Bernhard. Hein. Ah ouais, c'est bien Thomas Bernhard. Et donc j'ai repris ce texte ce soir. Alors ce qu'ils ont fait, eux, c'est une adaptation parce qu'il y a quand même, je sais pas, 200 pages, un peu moins, 160 pages. Donc on peut pas dire ça en 1h30, ça suffit pas. Puis ça sera un peu long à prendre. Le comédien était fantastique. Ouais, je suis en train de chercher son nom. J'étais très bluffé par sa mémoire, Berling. bêtement. Non, c'est pas Non. Berling. Non. Il lui ressemblait un peu, je dirais. Adaptation Claude Porte avec Claude Duparfait. Claude Duparfait. Mais ils ont déliré sur lui au Masque et la Plume le dimanche dernier. Et donc, c'est un type qui dégoise une espèce de longue tirade comme ça, où il raconte qu'il va chez son pote, l'agent immobilier Moritz, chez qui il rencontre des Suisses. Et dans ces Suisses, donc c'est un couple de Suisses dont le monsieur fabrique des centrales électriques et sa femme semble être pas tout à fait suisse, mais plutôt des pays plus lointains. Et il finit par comprendre qu'elle est, il l'appelle la persane. Et donc, à la fin de ce première rencontre avec les Suisses, il propose à cette femme, la personne, il propose d'aller faire une promenade en forêt. Et elle accepte. Son manteau de fourrure était ce qu'on pouvait imaginer de moins pratique pour la pluie. Mais elle avait voulu faire cette promenade à tout prix. Il pleuvait si fort que je n'ai pas pu lever les yeux pour la regarder, et réciproquement, elle non plus, alors que nous étions descendus tout droit de l'hôtel dans la forêt de Mélèze, marchant à grands pas, en silence, un bon moment dans les feuilles gorgées d'eau, ce qui faisait un curieux bruit auquel nous prenions pourtant tous deux plaisir, puisque nous nous enfoncions en pataugeant toujours plus loin, à travers les fourrés toujours plus épais, ce que nous n'aurions pas été obligés de faire si nous avions marché sur le sentier, mais nous avions ignoré le sentier. Quand deux êtres qui ne se connaissent pas et qui ne se sont encore vus qu'une seule fois font une promenade ensemble, ils commencent par rester longtemps silencieux, surtout s'il s'agit d'un homme et d'une femme. On ne peut absolument pas savoir qui commencera le premier. En l'occurrence, c'est moi qui ai rompu le silence, en demandant à celle qui m'accompagnait où elle avait pris les bottes qu'elle avait aux pieds et où le chapeau sur la tête. Et j'avais immédiatement été confirmé dans mes suppositions. Bottes et chapeau venaient bien du mari de la patronne,
Je n'avais pas eu de mal à le deviner. Une fois de plus, mon sens de l'orientation m'étonnait moi-même. J'avais reconnu du premier coup que les bottes en caoutchouc étaient les bottes en caoutchouc de l'hôtelier et le chapeau de l'hôtelier. Je l'avais constaté à certains détails du chapeau et à certains détails des bottes. Quand on vit assez longtemps et en observant assez attentivement dans une contrée pareille et dans un village comme le nôtre, on connaît bientôt tous les objets et on sait bientôt à qui appartiennent tous ces objets, même quand il s'agit de bottes et de chapeaux, comme je le vois, sans même parler d'autres objets beaucoup plus frappants. Bien entendu, j'ai moi-même été formé de manière particulièrement méthodique à la perception et à l'observation des détails, et dans ce sens, je ne suis peut-être pas un exemple très représentatif. Un tel don de perception et d'observation a les plus grands avantages, mais d'un autre côté, les plus grands inconvénients aussi, et il est rarement bien vu, il est même presque toujours mal vu. Un être qui perçoit tout et qui voit tout, et qui observe tout, et cela sans interruption, n'est pas aimé. Il est plutôt craint. Et les gens se tiennent d'emblée sur leur garde en sa présence, car un tel être est un être dangereux. Et les êtres dangereux sont non seulement craints, mais détestés, et en ce sens, je peux me définir comme un être détesté. Moi, pour ma part, je considère en tout cas mon don de perception et d'observation comme un avantage incroyablement utile, qui s'est déjà souvent révélé providentiel. Autour du cou, outre qu'elle avait relevé le col de son manteau de fourrure, la personne avait en plus noué un châle de laine, un châle anglais très fin, qui avait probablement coûté beaucoup d'argent et que la personne avait sûrement acheté à Londres, simple supposition de ma part, qui s'était plus tard vérifiée. Elle glissait fréquemment parce que partout dans la forêt, le sol était accidenté et je la retenais à chaque fois. Mais aucune conversation ne s'était engagée. Et une fois que je lui ai eu demandé d'où elle tenait son châle, peut-être bien, m'étais-je dit, voilà une question déplacée, je me suis demandé s'il ne vaudrait mieux pas rentrer. Un instant, il m'est venu l'idée de l'amener chez moi, de lui montrer ma maison. Mais j'ai vite chassé cette idée. Je m'étais dit tout de même pas chez moi dès la première promenade. Et je lui avais proposé de rentrer à l'hôtel et de nous installer en bas pour boire une tasse de thé ou, c'est ce que je m'étais dit, un cognac. Au fond, ce n'est pas elle qui empêchait une discussion sérieuse ou une simple conversation, mais bien moi, car je n'avais plus l'habitude d'être en compagnie d'un être doué d'esprit, comme on dit, et la personne, voilà qui avait tout de suite été clair pour moi, c'était bien un de ces êtres à la différence de son compagnon, le Suisse, qui, lui, n'en était pas un. Qu'est-ce que j'avais espéré de cette promenade? Voilà comment elle a fini. Tous les deux, elle aussi en fin de compte, trempés jusqu'aux os, nous étions rentrés à l'hôtel et nous avions pris place dans un coin de la salle. La patronne nous avait apporté 2 cognacs, mais dans la salle de café non plus, il ne fallait pas songer à avoir une discussion sérieuse. Nous n'avions même pas réussi à bavarder parce que la patronne était là, sans interruption, dans l'attente d'une conversation entre la personne et moi. Elle s'était installée dans la salle avec son tricot près du comptoir et selon toutes les apparences et pour un bon moment. Elle s'était calée là et elle attendait. Mais entre la personne et moi, aucune conversation n'avait pu s'établir. En réalité, il n'y avait plus besoin entre elle et moi d'aucune conversation audible parce que depuis un bon moment, sans prononcer un mot, il est vrai, nous dialoguions. Nous dialoguions en silence et notre dialogue était un des plus stimulants qu'on puisse imaginer. Des mots prononcés et mis bout à bout pour l'oreille n'auraient pas pu produire le même effet que ce mutisme. Nous étions restés comme ça pendant plus d'1 heure dans la salle, sans un mot, mais dans un état fort agréable. La patronne, à qui ce comportement devait sembler des plus énigmatiques, en était évidemment pour ses frais.
Elle nous avait encore apporté 2 cognacs que j'avais commandés, et entre-temps, elle avait posé les bottes de caoutchouc et accroché le chapeau à côté du poêle pour les faire sécher. Le manteau de fourrure aussi, elle l'avait étendu sur un séchoir au-dessus du poêle. Il aurait été intéressant de savoir ce qui se passait en elle, pendant qu'elle continuait à tricoter sans relâche. Dans son attitude et dans la manière dont, de temps en temps, elle jetait un regard dans notre direction et à notre intention, il y avait bien des questions et, en même temps, les réponses à ces questions. C'est un ouvrier, un livreur de brasserie habitant au village, entré brusquement dans la salle de café, qui, en s'installant à la table voisine et en commandant un demi, devait mettre fin à cette scène. La patronne s'était levée pour tirer la bière au comptoir et la porter à la table du livreur, et la personne avait dit sa première phrase. Elle était contente d'être allée avec moi dans la forêt de Mélèze. C'était la première fois depuis des années qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre que son compagnon. Il lui avait été tout simplement impossible de prononcer un seul mot pendant la promenade. Elle n'en avait pas l'habitude. Que n'aurait-elle pas voulu dire sans pouvoir l'exprimer ? En vérité, elle vivait avec son compagnon depuis bien des années déjà, dans le même mutisme, sans jamais dire un mot. Aucune vraie discussion entre eux, pas même une conversation anodine. Des années et des années à se taire, plus ou moins, aux côtés d'un être, le Suisse donc, avec qui elle n'avait plus rien de commun. Elle n'a pas dit dont elle ne pouvait plus se libérer. Cela, c'est moi qui l'ai pensé. Cela a été tout parce que la patronne s'était rassise à côté du comptoir, avait repris son tricot, et tendait à nouveau l'oreille. Mais la personne s'est tue et n'a plus rien dit jusqu'au moment où elle a pris congé. Elle s'est fait passer par la patronne le manteau de fourrure qui avait séché entre-temps, et elle a regagné sa chambre. Et moi, j'ai payé et je suis sorti. Ben oui. J'aime bien ce qu'il écrit. Je trouve que c'est simple. J'aime bien parce que c'est vraiment de la rumination. C'est ça. Mais, j'aime Non, bien. c'est quand même comment écrire. Comment ? C'est quand même comment écrire aussi long sur un rien, qui n'est pas un rien. Voilà, c'est pas si rien, et tout est dans le mot mutisme, associé à l'idée du dialogue. Dialogue muet entre elle et lui. Il y a quelque chose de... Donc c'est vraiment une tirade immense. Et T'appelles ça une tirade ? Pour moi, le mot tirade, c'est quand on parle. Mais là, il pense. non, là il raconte. Il raconte, oui. Il raconte. Il raconte à n'importe quel public. C'est-à-dire que c'est toi, le public, ou toi, le lecteur, à qui il raconte, et il te prend totalement en otage. Comment est-ce qu'il fait ? Ce sont 2 ou 3 choses de la langue qui lui permettent de faire ça. Une idée m'est venue, c'est que les politiques utilisent ça souvent. On le voit dans les débats depuis 2 jours. Ce sont les incises et les conjonctions de coordination, diverses et variées. Tu peux nous donner un exemple ? Nous relire un passage où c'est frappant ? S'il te plaît. Son manteau de fourrure était ce qu'on pouvait imaginer de moins pratique pour la pluie. Mais elle avait voulu faire cette promenade à tout prix. Il pleuvait si fort que je n'ai pas pu lever les yeux pour la regarder, et, réciproquement, elle non plus. Alors, nous étions descendus tout droit de l'hôtel dans la forêt de Mélèze, marchant à grands pas, en silence, un bon moment, dans les feuilles gorgées d'eau, ce qui faisait un curieux bruit, auquel
nous prenions pourtant tous deux plaisir, puisque nous nous enfoncions en pataugeant toujours plus loin à travers des fourrés toujours plus épais, ce que nous n'aurions pas été obligés de faire si nous avions marché sur le sentier, mais nous avions ignoré le sentier. Il y en a à tout bout de champ. Hein, il relance. Donc, soit des incises entre virgules ou entre tirets, ou mais auxquels ceux qui, etc., etc. Ils relancent en permanence. J'aurais pas su dire que c'était ça. Mais oui, parce que c'est super bien fait. Mais c'est ça, ça fait des phrases très très longues. Et surtout, ça t'empêche d'arrêter. Oui, c'est ça, il te tient en haleine. Il te tient complètement. Il tient mieux en haleine que Proust, qui fait des phrases à peu près aussi longues. Mais pas de la même façon du tout. Proust, il te perd, donc n'était pas... La recherche de Proust, c'est justement d'aller le plus loin possible jusqu'au bout de sa pensée. C'est ça qu'il fait. Donc lui-même, il se perd. Il y a des phrases qui sont pas correctes grammaticalement. Ça me faisait hurler de rire quand j'étais jeune. Parce que Proust était un tel monument que quand je tombais dessus, je me disais non mais ils se foutent de moi. Mais bon, après, aujourd'hui, ça me fait rire avec plaisir en disant mais peu importe. Là, au contraire, c'est très structuré. Et en même temps, c'est une espèce de... Comment dire, c'est une pierre qui roule, quoi. Ça continue jusqu'au bout. Et même le point disparaît dans le discours tellement c'est repris dans la phrase d'après. C'est simple parce que moi je trouve que souvent je trouve qu'on a toujours mieux fait de les supprimer, ces conjonctions de coordination. Je trouve que c'est lourd quand on... Enfin, moi, je sais que dans mes textes, je trouve qu'elles sont lourdes. Et j'ai tendance à les supprimer. Mais là, je trouve que ça, effectivement, ça produit un effet. Quel est l'objectif ? C'est comme ça qu'on peut se poser la question. C'est qu'on chemine avec eux. C'est d'empêcher celui qui écoute ou qui lit de laisser tomber. C'est « je veux t'emmener jusqu'au bout de mon histoire ». Parce que tu vas voir. Et en même temps, je veux creuser de tous les côtés de cette histoire que je te raconte. C'est-à-dire l'histoire du chapeau et des bottes, ça n'a qu'un intérêt relatif, mais je vais quand même te le raconter parce que, et puis, etc., etc. Et c'est vraiment prendre le spectateur, le lecteur, par la main et l'emmener jusqu'au bout, jusqu'à le dernier mot du récit qui est « oui », et qui est aussi le titre, donc. Et c'est sublimement fait, parce qu'il nous y emmène, alors qu'on traverse des trucs où on se dit « mais bon ». Mais non, parce qu'on veut savoir ce qu'il se passe entre ces deux-là, évidemment. Et puis, ça a quelque chose de... Et c'est quoi l'intérêt, par exemple, du chapeau, machin ? Déjà qu'on la voit. L'intérêt de quel point ? Alors, l'intérêt, c'est parce qu'il pleut. Et puis ça lui permet de parler de son sens de l'observation. C'est vrai. Et des bottes. Parce qu'elle glisse quand même.